Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. On est vraiment très heureuse de recevoir une autrice venue d'Islande ce soir, Auður Ava Ólafsdóttir, que j'imagine je n'ai pas besoin de beaucoup vous présenter. Je vais commencer par une citation de Véronique Ovaldé, qui est une autrice française, qui dit de vous: « Il faut savoir le plaisir qu'il y a à retrouver un livre d'Auður Ava Ólafsdóttir. Ces livres sont des rivages. » Une ancienne roseraie dans le jardin d'un monastère situé quelque part dans un pays du continent. Un carré de rhubarbe sauvage où s'allonger sur les hauteurs d'un village islandais. Une plage située en contrebas d'un hôpital psychiatrique d'où plusieurs patients sont partis s'enfoncer pour toujours dans la mer. Une résidence pour les aînés envahie de goélands qui ont chassé les autres espèces. Un pays abîmé par la guerre. Une petite maison ayant appartenu à une écrivaine de romans noirs. Un terrain de roches, de lave et de sable où rien n'est censé pousser. Auður Ava Ólafsdóttir, vous êtes née en Islande en 1958. Vous êtes dramaturge, romancière et poétesse. Les rivages pour lesquels vous nous avez embarqués n'ont effectivement pas disparu de nos mémoires. Vous avez fait des études d'histoire de l'art à Paris, où vous avez vécu, d'où votre maîtrise excellente du français. Et vous avez été maître assistante d'histoire de l'art à l'université d'Islande. Vous vivez à Reykjavik, vous avez élevé 2 filles. En français, on vous découvre grâce aux éditions Zulma en 2010 avec la parution de Rosa Candida, un roman qui a reçu 2 prix littéraires, le prix culturel d'Évé de littérature et le prix littéraire des femmes. C'est le roman avec lequel vous faites votre percée, je dirais, décisive en français. Suivront L'Embellie, L'Exception, Le Rouge vif de la rhubarbe, qui est en fait votre premier roman, puis Heure en 2018, Grand Prix de littérature du Conseil nordique, et Miss Islande, prix Médicis étranger en 2019, La vérité sur la lumière et Éden. L'ensemble des livres sont traduits par Catherine Eyjolfsson et Éric Bourri, les voix là-haut. Et voici votre dernier livre traduit en français qui nous vaut votre visite ce soir, c'est DJ Bambi, toujours aux éditions Zulma et traduit par Éric Bourri. DJ Bambi est l'histoire de Log, 61 ans, biochimiste de profession qui s'est toujours senti femme, née dans un corps d'homme. Le livre commence quand Log attend son opération pour espérer mourir dans un corps qui lui correspondra enfin. C'est un livre tout en délicatesse et pudeur sur le temps, l'identité, la vieillesse et l'Islande, bien sûr. On en reparlera. Il sera aussi question dans cet entretien de territoire, de linguistique, de lumière. Alors, je voulais commencer cet entretien en vous disant tout notre plaisir qu'il y a à vous recevoir ici à Passaporta, où vous avez en fait été résidente il y a quelque temps de cela, puisque vous savez peut-être sans doute que la Maison internationale des littératures, ici aux étages, a des appartements de résidence pour les écrivains internationaux. Et vous étiez là en avril 2016. Je viens d'évoquer dans vos livres l'importance du cadre, de l'environnement. Est-ce que vous vous revoyez écrire ici? Est-ce que vous avez des images en tête? À quel livre étiez-vous venu travailler? Qu'en gardez-vous de votre séjour? Ah oui, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Oui, j'aimerais bien revenir. Je vais poser ma candidature demain. Mais je garde un souvenir, un peu, c'était une période assez difficile à Bruxelles quand même, parce qu'il y a eu des attentats. Mais moi, j'ai travaillé sur un livre qui s'appelle Heure et qui parle justement de la souffrance humaine, de la douleur. Et l'héroïne, c'est en fait, c'est en quelque sorte un livre aussi sur la sensibilité masculine. Et l'héroïne, l'héros, c'est un homme. Et
Et c'est un peu l'archétype de la masculinité islandaise, quelqu'un qui sait tout réparer, tout fixer sauf soi-même, et qui fait tout ce que les femmes lui demandent de faire. C'est quelqu'un de silencieux qui... et ce type d'hommes silencieux, on les trouve dans tous mes romans. Ils sont souvent bienveillants, ils s'occupent des petits, ils font la cuisine, alors que les femmes ont plutôt tendance à chercher la liberté. Mais comme un caractère dans mon dernier roman, DJ Bambé, on dit de lui, il se tait d'une manière différente à chaque fois qu'il rend visite à sa sœur, qui est l'héroïne. Et oui, j'ai envoyé ce bricoleur dans un pays en ruine. Et je finissais ce roman qui après eu, grâce à Passaporta, le prix nordique de la littérature. En fait, c'est le roman le plus traduit de mes livres en 33 langues. Et on est toujours en train de le traduire. Et récemment, on ne sait pas où se trouve ce pays en ruine après une guerre civile, ça peut être n'importe où. En ce moment, malheureusement, il y a de la guerre dans une cinquantaine de pays du monde. Et, on l'a traduit il n'y a pas longtemps, 2 ans peut-être, dans plusieurs pays qui appartenaient à la ex-Yougoslavie. Et tout le monde pense que ça parle d'eux. Et les Italiens pensaient que ça parlait de cette partie du monde, puis il y a d'autres qui pensent au Moyen-Orient. Moi, j'ai fait en sorte de mélanger tout, pour même ce qu'on mangeait, parce que l'idée c'était que ça pouvait être nous, à côté de chez nous. Nous, en Islande, on n'a pas des voisins avec qui faire la guerre, mais on est seul, là, on n'a que la mer. Mais normalement, on fait les guerres entre les voisins, entre frères et sœurs. C'est comme dans les pièces de théâtre, vous voyez, il y a toujours des problèmes dans les familles qui, après, symbolisent un peu le monde, quoi. Est-ce que ça signifie que vous pouvez écrire à peu près partout ? Moi, je peux écrire partout, toujours, aussi parce que je suis pas comme les écrivains masculins qui ont besoin de tranquillité, de silence, Non, je peux écrire n'importe où, n'importe quand, et toujours. Aussi parce que j'ai pris cette habitude parce que j'ai travaillé jusqu'à il y a 7 ans à plein temps. J'ai enseigné à l'université, je suis ex-historienne de l'art. Et donc, comme typiquement une femme écrivain, j'écrivais le soir. Après quand j'ai commencé à écrire, mes enfants étaient encore jeunes. Et j'écrivais le soir, la nuit même, pendant les vacances. Mais oui, moi, j'ai pas besoin. J'écris à une table de la cuisine, n'importe où, même au feu rouge. Moi, j'ai toujours il y a toujours une partie j'ai aussi appris ça, de tricher, d'écouter les enfants, oui, parler avec eux. Et puis, il y avait une partie quelque part là en train de faire autre chose, de créer, d'imaginer, de se raconter une histoire. J'avais, par exemple, pour Rosa Candida, j'avais l'habitude de penser au chapitre que j'allais écrire le soir au travail, au déjeuner, à l'heure de repos, comme ça. Cette manière de faire exister un livre mentalement avant de pouvoir créer les conditions d'écriture,
Est-ce que c'était aussi votre manière d'être avant de devenir écrivain? Parce que vous l'avez dit, vous avez commencé assez tard, je pense, après... À 38 ans, c'est très, très âgé. Ouais. Ouais. Est-ce que, beaucoup de femmes sont dans ce cas de figure, je pense, mais... Oui, si on le compare à mes collègues hommes qui sont nés des poètes et qui deviennent des génies à l'âge de 12 ans. C'est tard. Ouais. C'est le thème de Miss Island, un peu. Ouais. Il y a peut-être aussi... Moi, j'étais jamais une jeune écrivain prometteuse, aussi parce que moi, j'étais pas assez mûre, assez sage, assez. J'avais pas. Je pouvais pas écrire les livres que je gardais en moi, que j'avais en moi. Il fallait attendre. Il fallait être plus mûr pour apporter les sujets que j'avais envie d'apporter. Il fallait avoir une âme qui avait souffert, une âme d'écrivain souffrant, pas forcément en vie privée. Une autre raison peut-être de votre arrivée relativement tardive à l'écriture, c'est que vous venez a priori du monde de l'art, hein, vous l'avez un peu évoqué, mais vous avez fait des études d'histoire de l'art, vous avez été directrice du musée de l'Université d'Islande, vous avez été assez active dans la promotion des arts, vous avez organisé des expositions. Je me demandais pourquoi avoir choisi d'étudier l'histoire de l'art. Est-ce que c'est un choix que vous referiez aujourd'hui ? Oui, j'ai beaucoup aimé ce travail, en fait. J'ai beaucoup aimé enseigner. J'ai eu beaucoup de chance avec mes étudiants. J'ai eu de bonnes étudiantes. Et j'ai vraiment aimé voir les jeunes changer et s'ouvrir un horizon un peu plus large. Et j'ai aimé mon travail, mais j'avais ce besoin d'écrire. Je savais que j'allais le faire plus tard, mais la notion de temps, c'était pas mon truc. Alors je pensais avoir 500 ans à venir. Et alors maintenant, je regrette peut-être un petit peu de ne pas avoir pu commencer plus tôt à plein temps, mais il fallait aussi gagner sa vie. Et quand mes livres un peu c'était pas quelque chose qu'on attend, avoir un succès, et en tout cas pas moi, même pas d'être traduite. Et quand c'est arrivé avec Rosa Candida, une vente de 300 000 exemplaires en France, alors j'y croyais pas. Alors j'ai continué j'ai payé une partie de mes dettes, mais j'ai continué à travailler. Hein. Encore 10 ans. Alors, comment vous l'expliquez justement C'est avec Rosa Candida, donc vous avez été traduite pour la première fois en français, mais c'est peut-être le cas aussi dans d'autres langues. Il s'est passé quelque chose autour de ce livre. Je pense qu'on est nombreuses à l'avoir lu ici. Comment vous expliquez que ce soit par ce livre-là que vous ayez explosé, si je puis dire, à l'international aussi? Non, mais ça m'a pris au dépourvu. On ne s'attendait pas à ça. On ne peut pas... on ne sait jamais. Je ne sais pas. Je ne sais pas l'expliquer. C'est un livre qui parle de la paternité. Je me mets à la place d'un jeune garçon d'une vingtaine d'années. Et on voit en fait par les thèmes que vous avez nommés, les thèmes, la thématique de mes livres, que je n'écris pas de l'autofiction. Je n'écris pas de l'autobiographie. Je n'écris pas sur moi-même. Je me mets comme
a toujours été le rôle de la littérature à la place de quelqu'un d'autre. J'écris pour comprendre le monde, pour l'analyser, pour organiser un peu ce chaos qu'on appelle la vie ou la réalité et lui donner un sens. Et aussi un peu comme on lit pour avoir une vie parallèle, pour savoir comment pensent les autres, comment vivent les autres, pour voyager sans bouger. C'est un peu pareil pour un écrivain et un lecteur. Mais si j'écrivais sur ma vie à moi, ça serait des romans les plus ennuyeux, on dit, dans le monde. Vraiment, il ne se passe pas grand-chose. C'est pas très amusant une vie d'un écrivain. On est en train de travailler, on est très heureux, il y a des personnages avec qui on partage la vie, on tourne le dos à la famille puisqu'on travaille sur l'ordinateur. Mais ma vie est tout à fait à l'image de l'héroïne de DJ Bambé. Trop banale. Il y a un personnage qui avait cette intention d'écrire un livre sur sa vie. Elle a renoncé parce qu'elle était la personne la plus ordinaire qu'elle avait rencontrée. Ce qui a fait beaucoup de plaisir à l'héroïne, puisque c'est ça dont elle rêvait, d'être ordinaire, d'être invisible comme les femmes de son âge, d'une soixantaine d'années. Ouais. On va y revenir bien sûr, mais je pense que dans le pas banal, en tout cas, il y a aussi l'inscription territoriale, il y a aussi l'Islande, il y a aussi ce qui est déjà, je pense, pour nous une ouverture au fantasme, une histoire en soi. Cet ancrage à un territoire dans vos livres, c'est aussi bien sûr l'inscription dans une langue, puisque vous écrivez en islandaise, une langue minoritaire parlée par 360 000 personnes aujourd'hui, une langue dont vous aimez dire que personne ne la comprend. C'est ma spécialité. Ça vous amuse beaucoup. Ouais. Oui. Mais ça n'a jamais été, j'ai l'impression, une source de fatalité, d'isolement ou de repli sur soi pour vous, mais plutôt un moteur pour toujours apprendre d'autres langues. Puisque adulte, vous avez aussi fait vos études, je l'ai dit en français, aussi en italien. Est-ce que vous avez toujours été intéressé par les langues ? Oui, toujours. Dès que je savais lire, je lisais les dictionnaires à la maison à 4-5 ans, parce que j'ai compris que c'était une sorte de porte vers l'étranger, vers l'autre. Parce que j'ai trouvé cette... déjà toute petite, ce destin très étrange d'habiter une ville qui touche au cercle polaire et puis qui n'a pas de voisin et parler cette langue minoritaire marginale qui est parlée par si peu de personnes. Et je me souviens en fait très bien que c'était un dictionnaire allemand islandais que je lisais entre les guillemets, et j'ai trouvé ce mot ein Kind, l'enfant. C'était vraiment il y a eu quelque chose vraiment... Un déclic oui, un déclic, puisque kind, en islandais, c'est le mouton. Alors j'ai compris que en d'autres langues, que les mots pouvaient avoir un sens différent d'une langue à d'autres. Ouais. Par exemple, puisqu'on parle de l'islandais, on m'a demandé à une interview hier quel était le mot français préféré. Alors j'ai dit le temps, parce que ça a un double sens.
la météo et le temps qui passe aussi parce que je pouvais le relier au personnage de mon roman, les deux sens. Mais ça m'a fait penser que les mots qui ont deux sens dans d'autres langues. En islandais, on n'a pas ce double sens du temps. On a veður pour la météo et puis on a tími pour le temps. Mais par contre, on a le même mot pour dire comprendre une autre personne, ce qu'il y a, et la divorcer, ce qu'il y a. Se séparer d'elle. Il faut la comprendre pour pouvoir la divorcer, quelque chose comme ça. On a aussi en islandais le même mot pour dire partager quelque chose avec quelqu'un, deila, et se disputer avec cette personne, deila. Et à ma connaissance, l'islandais, c'est la seule langue qui emploie le même mot pour dire la maison et le monde. Heima, heimur. Du coup, le monde, c'est notre maison. Et notre maison, c'est partout. Ailleurs, c'est chez nous. On est les autres sont nous. Et je pense aussi que ça vient peut-être de ce mot, ce besoin de partir. Partir, voir d'autres horizons pour ensuite pouvoir retourner. C'est toujours le but d'un voyage, de retourner, un voyage littéraire qui est un voyage initiatique, un voyage intérieur, de rentrer une autre personne, changer. Quelle réponse magnifique, merci. Alors, l'islandais en tant que langue a une importance narrative dans vos livres. Vous n'hésitez pas à parler étymologie, sémantique, c'est une constante de vos textes, et je dois dire que ça dresse plus qu'un décor, une dimension vraiment inattendue, un horizon. J'aimerais beaucoup qu'on entende un peu d'islandais. Je vais vous proposer de lire un extrait d'un livre qui s'appelle Éden, dans lequel la protagoniste, Alba, est universitaire et elle voyage aux quatre coins du monde pour des colloques sur les langues en voie d'extinction. Et l'une de ses communications porte par exemple pour titre « Quel est le nombre minimum de locuteurs nécessaires pour sauver une langue et quel en est le coût ?» On en apprend beaucoup sur l'islandais. Et par exemple, effectivement, c'est une langue dotée d'un système complexe de déclinaison, de conjugaison. Et c'est aussi une langue qui choisit, au lieu d'utiliser des mots internationaux, de forger ses propres néologismes. Ce qui doit être extraordinaire pour une romancière. Oui, en fait, mon père, il était ingénieur. Il y a dans chaque profession en Islande a une comité de mots, orðanefnd. Et alors, ils sont publiés, juste les ingénieurs, ils ont publié 17 tomes de mots à partir de, je pense que c'est commencé en 1941. Et il y a mon tome préféré, c'est sur la lumière, en fait. C'est un peu la base d'un livre que j'ai écrit, La vérité sur la lumière. Oui, qui est magnifique. Voilà, j'aimerais vous proposer de vous entendre. On va lire un extrait où on voit bien, je trouve, l'inscription dans une langue, d'une part, et dans une terre, d'autre part, et comment les deux s'entremêlent. Voici. Est-ce que vous avez vos lunettes ? Merci. C'est du coup, l'Éden, ça parle d'un linguiste spécialiste dans les langues en voie de disparition qui a cette idée d'acheter un terrain où rien ne pousse avec l'intention d'y planter des arbres pour compenser son empreinte du carbone à cause de ses voyages, pour parler des langues qui vont mourir. C'est ce qui pourrait être le cas pour l'islandais, en fait, cette langue marginale, minoritaire. Et elle a calculé qu'elle devait à la planète 6500
bouleaux, des arbres de bouleaux, c'est de 30 cm qu'elle a planté sur ce terrain ou sur cette île sans arbre. Et un bouleau, c'est en fait l'arbre le plus adapté au sol volcanique. Mais ça peut mettre une plante de 30 cm, ça peut mettre 10 ans à atteindre 1 mètre d'auteur. C'est la forêt islandaise. Après, ça peut pousser un peu plus vite quand même, si ça survit les 10 ans, les premiers 10 ans. Donc c'est un dialogue entre Alba, donc cette spécialiste des langues, qui vient d'acheter la maison dans un coin assez perdu d'Islande, et son voisin. Oui, d'accord. Þú skalt ekki láta þér koma á óvart þótt þú fáir símtal, heldur hann áfram frá lögfræðingi tiltekins útlendings sem hefur verið að falast eftir landi sem liggur að ánni báðum megin. Hann hefur verið að kaupa jarðir sem liggja að bergvatnsám undanfarin ár, en nú hann byrjaður að kaupa upp jökulár líka. Hvað ætlar hann að gera við jarðirnar? Mér skilst að hann vilja eiga nægar vatnsbirgðir nú þegar stórsvæði jarðar að breytast í eyðimörk. Þegar hann verður búinn að sölsa undir sig okkar jarðir, þá á hann heila jökulá og getur farið að tappa jökulvatni á flöskur. Hann þykist ætla að búa til klaka til að selja í kokteila í útlöndum. Það eru margir spenntir fyrir því að sötra kokteila með klaka sem búin til úr bráðnuðum jökli. Það eru peningar í klökum. Hann dæsir. Hann með áform að byggja klakaverksmiðju í þorpinu og þykist ætla að skapa 15 störf eða jafn mörg og lögðust af þegar sútunarverksmiðjan fór á hausinn. Hann virðist fjarri því að vera sáttur. Hann með sveitarstjórnina í vasanum. Og hefur hann haft samband við þig, þessi lögfræðingur? Já, hann hefur hækkað tilboðið 2 svar og ætlar að selja. Hann hristir höfuðið. Síðast þegar hann hringdi sagðist ég ekki hafa í hyggju að selja jörðina útsendurum erlendra auðmanna sem væri að kaupa upp íslenskar náttúruauðlindir. Það verður aldrei, sagði ég við hann, og fjárbóndinn leggur áherslu á aldrei. Hann setur fjórhjólið í gang og kallar á hundinn. Það rifjast upp fyrir mér að snati merkir sá sem snuðrar. Útlendingurinn bauð líka í landsöru en hún neitaði að selja honum það. Við bauðum báðir hærra en þú en hún valdi þig. Þegar ég sest aftur inn í bílinn hugsa ég á sem flæðir yfir bakka sína og þá hlýt ég líka að hugsa orðið landbrot og ég hugsa vatnavextir, gruggugur og kolmórauður. Síðan hugsa ég líka lýsingar orðið umflotin og sögnina sjatna og ég býð róleg í mínum málvísinda heila eftir að vatn sjatni. Ég hugsa innlyksa, ég hugsa vegur í sundur á 100 metra kafla, ég hugsa rafmagnstruflanir og kýr með full júgur og bændur að hella niður mjólk því að mjólkurbíllinn kemst ekki að bænum. Ég hugsa ljóð, ár, sitrandi læki og ég hugsa í leyni grefur áin stein eftir stein, völu eftir völu undan fótum mínum uns að því kemur. Ég hugsa Ellu Fitzgerald að syngja Cry Me a River og þá ég skyndilega komið með beygingu orðsins á varirnar og hlýta leiða hugan af því hvernig örlög jökulvatns og sauðkindar tvinnast saman í stysta orði tungumálsins á og að í beygingarmynd vatnsins í eignarfalli eintölu skuli felast sjálfur tíminn. Merci. Il y avait quelqu'un, un Islandais ou une Islandaise, non? Non. C'est pas le français. C'est assez différent. C'est un extrait, je trouve, très très beau qui montre votre intérêt pour la langue et comment vous en faites un sujet romanesque, poétique et politique.
cette double menace qui plane sur une langue et sur la nature. Oui, c'est un roman sur ce qu'on est en train de perdre, les langues et la nature, bien sûr. Il est estimé qu'on parle entre 6500 et 7000 langues dans le monde. Et comme on dit dans le roman, chaque vendredi, c'est le titre d'un chapitre, chaque vendredi, on perd une langue. En réalité, parce qu'il faut toujours mentir un peu, on perd 2 langues par mois. Et si la situation persiste, on va avoir perdu 90% de toutes les langues du monde, de la planète, au tournant du siècle prochain. Et avec chaque langue qu'on perd, on perd une manière de penser, de regarder le monde. Ouais. C'est écrit, ce roman, je l'ai écrit pendant le Covid. Je le pensais, je me souviens, un peu comme un testament de l'islandais. Je savais qu'il allait être traduit. Je voulais quand même faire quelques spécimens de l'islandais là-dedans, même si je savais que c'était difficile à traduire, que mes traducteurs allaient me détester peut-être. Alors, ouais. Je pensais que ça allait être mon dernier livre. En fait, je pensais pareil pour La vérité sur la lumière, que j'ai aussi écrit pendant le Covid. Et après, ce n'était pas le cas, alors j'ai écrit DJ Bambé. Que ressentez-vous quand vous êtes capable de lire un livre dans une langue, donc un de vos livres dans traduction, dans une langue que vous comprenez? Est-ce que vous pouvez voir les points de difficulté irréductibles dans le travail d'Éric Bourri, de Caroline Ellefson? Oui, c'est assez particulier, en fait. C'est assez touchant de pouvoir se dire, même dans une langue tellement différente comme le français, que c'est mon livre à moi. C'est moi qui l'ai écrit, même si c'est Éric Bourri qui l'a écrit, en fait. Il a réécrit mon livre. C'est le travail des traducteurs de réécrire dans leur langue maternelle des livres étrangers. Est-ce que vous iriez jusqu'à parler de co-auteurs? Comment est-ce que vous... Des traducteurs, non, je dirais que le lecteur, c'est le co-auteur de l'écrivain. Puisque c'est lui qui met son vécu, son expérience dans ce qu'il y a entre les mots et entre les phrases. C'est là où le lecteur devient créatif, en fait. Alors, je pense qu'il y a autant de versions d'un roman que le nombre de lecteurs, en fait. On va en reparler de la place du lecteur, de la lectrice, parce que c'est vraiment intéressant dans la construction de vos textes. Alors, il me semble qu'entre tous vos romans, il y a quand même une forte continuité, et cette continuité, c'est celle, me semble-t-il, d'une littérature de personnages. C'est-à-dire à travers un protagoniste auquel on s'attache, puis souvent des personnages secondaires qui gravitent autour de cette figure. On a toute une galerie de personnages. Il me semble que vos romans mettent en scène quelque chose d'une comédie humaine, quand même. Une comédie où le romanesque, la fantaisie, la solidarité circulent. Et c'est vrai qu'une fois rencontrés dans vos livres, vos personnages restent. Ils font partie un peu de nos vies à nous. Chacune d'eux a une voix. Et j'aimerais beaucoup qu'on entende, à travers un très court extrait, la voix de Logan. Oui, le personnage principal du nouveau roman, ouais. Oui, c'est vrai que même si l'écriture, c'est essayer de comprendre, l'analyser le monde, comme je disais tout à l'heure, organiser le chaos, c'est un texte littéraire, c'est pas de l'histoire, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la sociologie,
c'est différent. Et parce qu'on raconte une histoire, il faut tout mettre à l'échelle humaine, à la taille humaine. Il faut tout réduire, les idées qui sont trop grands pour les comprendre. Il faut faut les réduire à un personnage qui est toujours central. C'est toujours le personnage, l'héros ou l'héroïne qui vient en premier chez moi. C'est toujours souvent où il y a une mise en scène d'une situation où c'est le premier pas d'un nouveau roman, le futur protagoniste du livre qui se présente, mais dans une situation où quelque chose se passe quand même, parce il faut que quelque chose se passe dans chaque chapitre et pour que le lecteur ait envie de tourner la page. Mais on commence pas forcément on commence pas du tout par le premier chapitre. On peut commencer par le 7e chapitre. Et moi, je décide très tôt comment va finir le roman, parce qu'un roman, la fin, ça dicte tout le reste. Et par exemple, pour l'Éden, j'avais décidé que ça allait se finir bien. De toute façon, ça se finit toujours bien chez moi. Dans le sens que je ne tue pas mes personnages, ça parle de la survie, de la guérison, de la réparation. Et ça finit comme ça ira, tout ira bien. C'était le spoiler, comme mes enfants disent, non, mais tu fais le spoiler. Parce que j'aime bien, je demande toujours, mais comment finit le film? Et puis je raconte comment un film a fini que j'ai aimé. Oui. Est-ce que vous aviez envie de nous faire entendre la voix de Locke? De Locke, oui. C'est très très court, ouais. Mais c'est un extrait qui vous tient à cœur, je pense. Þrennt sem mikilvægt. 1. Að vera góð hvert við annað. 2. Að leyfa hverri mannesku að vera sú sem hún 3. Logn. Alors, le logn, oui, c'est en fait le nom, le prénom de l'héroïne du roman. Et logn, en fait, c'est un terme très poétique, un mot très poétique en islandais, qu'on ne peut pas traduire, qui n'existait pas en français, qui n'existait pas dans beaucoup de langues, mais qui signifie à peu près le calme plat, l'absence totale du vent. Et c'est un mot qu'on attend tout l'hiver. Et ça accompagne les soirées du printemps, les nuits claires de l'été, le logn. C'est le temps entre deux tempêtes, puisque j'habite pas seulement le pays le plus volcanique du monde, avec 200 volcans actifs, mais le pays qui occupe la 3e place des lieux les plus venteux dans le monde. Du coup, mais il faut connaître les tempêtes pour comprendre le mot logn. Et c'est en fait, c'est avec ce mot qu'on a la rencontre, si on peut ainsi dire, des deux sens du temps en français, puisque c'est le logn, c'est l'arrêt du temps. C'est le temps qui s'arrête, c'est le temps en suspension, c'est vraiment un temps gagné qui ne passe plus.
C'est dans le sens du roman, puisque c'est un roman sur le temps, sur l'attente, mais aussi sur le temps perdu de l'héroïne qui est une femme d'une soixantaine d'années, biochimiste, du coup dans la science, spécialiste dans les cellules, la partie la plus petite du corps. Et du coup, on sait tout de suite que le corps va avoir importance dans le roman, comme d'ailleurs dans tous mes romans, le physique, le corps. Et elle, le temps perdu dont je parlais, c'est en fait le fait qu'elle est née garçon, avec un corps d'un garçon, alors qu'elle a toujours su qu'elle était une fille, puis une femme. Elle aurait voulu être mère au lieu de devenir père. Et c'est un roman elle raconte sa vie depuis sa naissance, en fait, depuis sa conception. Elle raconte son mariage, ses années d'adolescente, son mariage avec une femme, jusqu'au moment où elle commence à prendre des hormones féminins et tout, en fait, tout change. Comme il est écrit quelque part dans le page 55, oui. Le monde s'adoucit et ses contours s'atténuent. Ouais. C'est avec les pilules qu'elle prend. En fait, j'ai eu cette idée du roman, c'est un peu par une amie qui était un ancien collègue à l'université, quelqu'un qui est diplômé d'un doctorat, mais pas en biochimie, et une femme trans qui a fait la transition tard. C'était un peu l'histoire de mon héroïne. Et elle m'a dit un jour, on prenait un café au centre de Reykjavik, mais pourquoi tu n'écris pas sur moi? Et moi, j'ai répondu automatiquement, mais je ne peux pas puisque je ne suis pas une femme trans. Alors, elle avait un peu préparé ses arguments puisqu'elle a dit, mais tu as écrit des romans sur des hommes, tu as écrit sur la paternité, tu as écrit sur un plombier qui écrit de la poésie, tu n'as jamais écrit sur toi-même, tu t'es toujours mis à la place de quelqu'un d'autre. Et pourquoi, c'était son argument final, pour faire bref, après quelques rendez-vous au café, pourquoi pour me flatter, pourquoi une écrivain originale n'écrirait pas sur les personnes trans? Pourquoi les exclure? Parce que en fait, et ça c'est devenu un des thèmes les plus importants du roman, le besoin primordial des êtres humains d'appartenir à une famille, puisque c'est un roman sur la famille en fait, d'appartenir à un groupe, à une société. Et alors que la solitude, c'est devenu vraiment un problème, un fléau universel, tout âge confondu. Alors ça, je trouvais que ça, c'était quelque chose de l'actualité, parce qu'il faut toujours trouver quelque chose d'universel. Dans chaque roman, j'essaie de découvrir quelque chose de nouveau sur la nature humaine, comme par exemple dans le roman Heure, dont on a parlé tout à l'heure. La question était si l'homme était le seul animal à pleurer ou le seul animal à rire.
Et la réponse, c'était le seul animal, nous, à faire les deux. Dans La vérité sur la lumière, l'homme est le seul animal à écrire de la poésie, à raconter des histoires. Et tous mes romans, en fait, beaucoup de mes romans parlent en fait des gens qui sont considérés comme un peu marginaux. Et je me mets à la place d'eux. Et ça parle aussi de la fragilité, parce que je pense qu'un lecteur se lie à un personnage par ses failles. C'est pas parce que un personnage est tellement parfait, intelligent, voyez, que ça nous intéresse, parce que c'est pas nous, c'est par ses faiblesses, par sa vulnérabilité qu'on crée ce lien entre le lecteur et un caractère. Il faudra toujours que le lecteur est plus sage qu'un caractère, qu'il sache plus, qu'il sait le guider un peu. Non, fais pas ça. Oui, alors il y avait plein de choses sur l'humain, sur nous, que je trouvais tellement intéressant à apporter dans ce roman. Il y a aussi une chose qui m'a expliqué mon amie, qu'elle avait, comme l'héroïne, passé à côté de sa vie. Elle avait ce sentiment que sa vie ne lui appartenait pas, que c'était comme si elle était étrangère à sa propre vie, parce qu'elle savait qu'elle était fille, toujours, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas l'être, une femme de sa génération. Alors elle a appris à jouer le rôle d'abord d'un garçon et après d'un homme. Et moi j'en fais... c'est un des sujets du livre qui est tellement intéressant pour un écrivain, puisqu'on joue tous des rôles dans la vie. On joue le rôle d'une mère, d'un père, d'un mari, d'une fille, d'un collègue. Mais ça, c'est un peu porté à l'extrême. Et il y a un chapitre là dans le roman qui s'appelle Manchester. Elle va avec des copains, elle renonce à pouvoir être fille à 18 ans. Alors elle étudie ce que c'est un homme. Elle apprend à parler comme un homme, à bouger comme un homme, à s'asseoir comme un homme. Et elle vraiment l'étudie comme quelqu'un qui va devenir scientifique plus tard dans la vie. Et elle va voir un match de football avec des copains à Manchester. Elle doit commencer, elle doit étudier le football. Il y a 11 dans chaque équipe. Elle ne sait rien du football. Pour pouvoir vraiment, elle a appris par cœur les noms de tous les joueurs des deux équipes, Manchester United et un autre. Alors, pour pouvoir vraiment faire son devoir en tant qu'un jeune garçon. C'est vrai que en ce qui concerne j'hésite entre plusieurs axes parce que j'ai vraiment encore beaucoup de questions et je vois que le temps file. En ce qui concerne peut-être les sentiments, l'expression des sentiments de vos personnages, j'ai l'impression qu'ils sont rarement dans l'explicite. C'est-à-dire que dans vos livres, les choses les plus importantes, finalement, avancent en coulisses, un peu, dans les ellipses. Log a un frère jumeau qui est silencieux, presque mutique. Et c'est son langage corporel qui prend un peu le relais de la parole. Et ça me faisait penser, vous en parliez, à l'importance du corps dans vos livres, qui a vraiment une importance effectivement cruciale. Et vos personnages, certains de vos personnages sont en situation de handicap aussi.
C'est-à-dire qu'on rencontre dans vos livres des personnes, voilà, une personne de petite taille comme la voisine Perla dans l'embellie, un personnage présentant une difficulté à marcher comme Agustina dans le Rouge vif de la rhubarbe, comme Toumi aussi dans l'embellie, qui est ce petit garçon singulier, presque sourd, qui a des très très grosses loupes en guise de lunettes. On sent une sensibilité chez vous à ces vies souvent portées à la marge et qui sont singulières. On a l'impression aujourd'hui de vivre dans une société de plus en plus eugéniste. Par exemple, certaines techniques modernes de procréation amènent à nous interroger sur la limite parfois un peu floue qui existe entre un embryon regardé comme normal et un autre dont on considérera que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Quel regard vous portez là-dessus ? Non, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets apportés dans DJ Bambé qui sont dans la thématique de mes autres romans, comme le genre. Moi, j'ai toujours... je suis plutôt intéressée, comme je disais tout à l'heure, à des... Je ne sais pas si on peut les appeler des marginaux, mais les sons-cris m'ont toujours intéressée. Et c'est un peu... c'est un livre qui est une ode à la féminité, aux 1000 visages de la féminité, alors que c'est souvent réduit, et ça vaut aussi pour la masculinité, à deux, trois stéréotypes. Et là, pour la... Je ne sais pas, pour la marginalité, c'est-à-dire que, oui, les trans ont toujours existé dans toutes les sociétés, à toute époque, en fait. Et les autochtones de l'Amérique, vous voyez, les natifs, oui, ils les appelaient two-spirit people, les gens à deux esprits. Bispirituels et les estimer beaucoup. Et alors, je ne sais pas si c'est un... oui, ça pose des questions, mais qu'est-ce que c'est très ordinaire, par exemple je ne sais pas pour les autres cas que vous avez cités, qu'est-ce que c'est... c'est peut-être des minoritaires, mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est un personnage qui rêve d'être ordinaire, alors que la plupart des gens voudraient être extraordinaires, en fait. Et il y a tellement de... moi, je pense qu'on est tous un mélange de la masculinité et de la féminité. On est tous... C'est assez compliqué d'être une personne, être humaine. Oui, et c'est la diversité qui fait la beauté de la vie, du monde, quoi. J'aimerais qu'on aborde un peu la question du drame. Parce que c'est vrai qu'on a dans vos livres des existences qui ne cadrent pas tout à fait avec la définition justement de la réussite qu'on voudrait nous vendre. C'est-à-dire vos livres sont quand même peuplés d'accidents de voiture meurtriers, de projets de suicide, de divorce, de paternité non désirée. Pourtant, rien n'y est jamais tout à fait grave. Ça finit bien. Vous avez de la vie une vision mi-amusée, mi-tragique. J'aimerais... proposer peut-être la lecture d'un dernier extrait qui concerne le traitement que vous faites à travers la voix de Logne des larmes. Et on a ce regard un peu scientifique qui aime accumuler un peu les faits vrais. Et ça va nous amener à pouvoir parler un petit peu de votre définition du drame.
Oui, alors j'ai perdu les larmes. C'est quelle page En français, c'est 160. Mais... 160. Oui, c'est là, j'ai trouvé. J'ai trouvé. 180. Et je lis, alors, ouais. Tár bragðast eins og sjór. Ég hef hvorki sofið né borðað í meir en sólarhring. Ég drekk vatn og græt og drekk vatn eftir 35 ára starfs reynslu á rannsóknastofu Landspítala veit ég auðvitað heilmargt starfsemi líkamans sem ekki allir vita. Ég veit að tár eru mikilvægasti líkamsvökvinn og koma úr tárakirtlum fyrir aftan augun en líka að margir misskilja tár og vita ekki að hlutverk þeirra að dæla súrefni og næringarefnum upp á yfirborð augans og dreifa þeim. Tár hafa bæði bakteríudrepandi og veirueyðandi eiginleika og eru því eins konar augnþvottastöð sem heldur augunum heilbrigðum og gerir það verkum að manneskja sér skýrar. Ástæða þess að tár bragðast eins og sjór og sjór eins og tár sú að í þeim eru saltjónir sem gegna því hlutverki að búa til rafmagn sem nauðsynlegt til að knýja heilan og hreyfa vöðvana. Ég hef komist að því að hver manneskja grætur að meðaltali 70 lítrum af tárum ævina og þá átt við hvort auga fyrir sig. Það gerir 140 lítra af tárum samtals á bæði augun. Enda þótt að tengist ekki beint starfinu, veit ég að fólk í dag hefur meiri tíma til að gráta en forfeður okkar, þannig að hugsanlega gráta margir meira en sem nemur 140 lítrum af tárum ævina. Eftir að ég byrjaði á kvenhormónum og fór að gráta meira, hef ég kynnt mér rannsóknir sem sýna að tár manneskju sem sorgmætt eða í tilfinningalegu uppnámi eru ekki jafn sölt og reiðitár og ég veit líka að hamingjutár eru með örlítið sætari keim en tár sem tárakirtlarnir framleiða þegar manneskja búin að koma sér í klandur. Tár manneskju sem hefur málað sig út í horn hafa heldur ekki sama bragð og tár sem hefur naumlega bjargað sér úr slæmri klípu. Sá sem í tilfinningalegu uppnámi virðist hins vegar gráta tárum sem hafa í sér meira magn hormóna en önnur tár og sem virka sem náttúruleg verkjalyf. Það ekki langt síðan ég rakst á rannsókn þar sem kom fram að konur gráti mest milli 7 og 10 á kvöldin sem einmitt tíminn eftir að þær koma heim úr vinnu og sem þær verja með maka sínum og börnum. En plus, c'est vrai. La tragédie pure, ça n'existe pas selon vous? Non, il faut tout bâtir par les oppositions. En fait, l'humour, c'est un peu mon kit de... comment dit-on? Kit de survie. De survie. Mon kit de survie, l'humour. Et l'humour islandais, c'est toujours tragique. Et ça, les Suédois ne comprennent pas. Alors en parlant de tragédie, c'est vrai qu'il est question, je trouve, dans le dernier livre, dans DJ Bambi, de territoire beaucoup, de défendre son territoire au sens propre et au sens figuré. Selon la légende familiale, Logn serait resté dans le ventre de sa mère après la naissance de son frère jumeau pour profiter un peu de l'espace qui lui était enfin rendu. Dans le livre, il y a aussi la présence des goélands, très inquiétante, qui empiètent sur le territoire des autres oiseaux et aussi des résidents. Donc c'est une question intéressante parce que la densité de territoire est beaucoup moindre, la densité de population est beaucoup moindre en Islande, donc on a déjà parlé de l'importance cruciale des voisins, mais il y a ce dialogue constant avec le vivant, avec le ciel, avec la météo, avec le vent. Et beaucoup de vos livres mettent en scène cette inquiétude sur la crise climatique, les blessures infligées à la Terre, l'écocide en cours. Que peut la littérature à ce niveau d'urgence
aujourd'hui? Moi, je pense que c'est difficile. Je disais tout à l'heure que la littérature n'était ni la politique ni la philosophie, mais c'est difficile. Mais je pense que tout ce qu'on écrit est ancré dans la réalité, puisqu'on est les personnes contemporaines. Mais c'est comme disait Benedetto Croce, il était philosophe italien, toute l'histoire est toujours l'histoire contemporaine, puisque celui qui écrit l'histoire est une personne contemporaine du moment vécu. Et c'est vraiment difficile pour quelqu'un qui... Bon, on est tous concernés, bien sûr, mais ça permet de... L'écologie, le changement climatique, bien sûr, ça nous concerne. En Islande, on voit les glaciers s'effondrent, les glaciers qui sont le stock, le réservoir de l'eau fraîche sur la planète, en fait. On les voit disparaître, on les voit reculer de centaines de mètres chaque année, chaque glacier en Islande. Et on apprend là-bas à respecter et à craindre aussi la nature. On apprend très jeune que la nature est plus forte que nous, que la nature aura toujours le dernier mot et que même si l'homme a besoin de la nature n'a pas besoin de nous. Mais on ne prêche pas en littérature. Et s'il y a un message comme ça c'est un sous-entendu. Et ça peut être assez clair, mais ça donne l'occasion à, en fait, étudier quelque chose qui caractérise l'être humain, l'avidité, il y a toujours quelque chose sur l'humain, vraiment. Ça doit être quelque chose... on raconte une histoire, en fait. Il faut raconter une histoire. Mais moi, je pensais, puisque je parlais de sous-entendu, que puisque l'héroïne, quand elle commence à prendre des hormones féminins, à devenir elle, celle qu'elle a toujours été, elle pleure plus et moi je me suis imaginé, c'est pas dit dans le roman, mais on peut l'imaginer que peut-être si on mettait quelques pilules dans les cocktails des messieurs qui ont cette masculinité un peu toxique, des autocrates qui misogynes, machistes qui envahissent les pays. Peut-être que je changerais les priorités, voyez, qu'ils arrêteraient d'envahir les pays, de faire souffrir les gens innocents. C'est aussi on peut, moi, en tant que lecteur innocente, on peut penser des choses comme ça. J'aimerais, parce que je vois que l'heure tourne, terminer peut-être par une ou deux questions sur la poésie, puisque en Islande, vous disiez ça dans un entretien qui m'a marqué, que tout passait par la poésie en Islande, c'est-à-dire qu'un écrivain qui n'aurait pas publié de poésie n'est pas pris au sérieux. Et il me semble qu'on pointe beaucoup, en tout cas en France, en francophonie, la qualité poétique de vos livres. Quel est votre regard là-dessus? Quelle serait votre définition de la poésie? La poésie, ça serait, je pense, écrire en image plutôt, le voir d'une manière visuelle et de beaucoup couper. En fait, moi, l'écriture, pour moi, ça consiste à couper jusqu'à 80%. Il
pour laisser, comme je disais tout à l'heure, l'espace entre les mots et les phrases. C'est ça, un peu la poésie. Et la poésie aussi, il faut vraiment l'employer quand c'est un sujet un peu délicat. Il faut y mettre au difficile, ou de la souffrance, ou je ne sais pas quoi. Il faut y mettre encore plus de la poésie là-dedans. Comment se porte la littérature en Islande? C'est-à-dire, quelle place a-t-elle? Est-ce qu'il y a une scène littéraire identifiée, une critique littéraire très active? J'imagine que la part de traduction vers l'islandais est assez restreinte, ce qui signifie que beaucoup de monde lit en anglais, par exemple. Oui, c'est vrai, on lit en anglais, mais du coup, il faut traduire le français. C'est comme pour l'islandais. Les pays scandinaves, ils se comprennent entre eux, ils peuvent lire le danois, le norvégien, le suédois entre eux, mais personne ne comprend l'islandais. Du coup, on a de la chance puisqu'il faut nous traduire. Et c'est pareil pour le français, il y a peu de gens qui le connaissent en Islande. Alors on ne traduit pas les livres anglais, ou beaucoup moins, parce que tout le monde lit l'anglais. On ne traduit pas beaucoup non plus, oui, un petit peu quand même les livres scandinaves, parce qu'on peut lire le danois et le norvégien. Mais pour un livre, je ne sais pas, coréen, français, il faut le traduire quand même. Mais on donne des livres comme cadeau de Noël en Islande. C'est la tradition qui date de la Deuxième Guerre mondiale, où on ne pouvait plus importer rien. Alors c'était fait maison, qu'il fallait fabriquer soi-même les cadeaux. Du coup, ça est devenu des romans, des livres. Il fallait écrire les livres soi-même. Il fallait écrire, ouais. On a toujours écrit parce qu'on était tellement pauvres, en fait, jusqu'à la deuxième... parce que ça coûte peu, vous voyez, ça coûte rien de raconter des histoires. Et pour les écrire, il faut juste un crayon, du papier. C'est pas comme de la peinture ou de la musique où il faut acheter un instrument. Alors, c'est un peu ça la tradition artistique en Islande. C'est devenu la littérature parce que ça ne coûtait rien. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on était vraiment un des pays les plus pauvres en Europe. Mais après l'indépendance, tout a changé en fait. Et donc j'ai lu effectivement que tous les livres en Islande sortent au même moment, juste avant Noël, là maintenant. Oui, la rentrée, c'est octobre-novembre. Oui. Sauf quelques polars au mois de mai, peut-être. Du coup, on vous sait grande lectrice, par exemple, de Marguerite Duras, de Hervé Guibert. Je me demandais quel livre vous alliez offrir, vous, cette année, à vos proches, à Noël. Ça dépend des goûts. Ça va être pour les petits enfants, c'est plutôt les... alors, je sais pas, Peppa Pig. Vous connaissez? Oui, c'est assez commercial, je m'en excuse, mais ils aiment ça. Un garçon de 2 ans, il adore ce personnage. Ça va être du genre comme ça. Et après, j'ai une fille qui aime beaucoup la poésie. Moi, j'achète beaucoup je lis de la poésie. J'essaie d'acheter tous les livres de poésie des jeunes qui sortent en islandais. C'est très populaire d'écrire de la poésie. Souvent, ça va avec la chanson ou la musique. Et on le publie aussi soi-même. Et ouais, ça va.
Oui, moi, j'ai pas eu le temps. En fait, j'ai jamais autant voyagé que cet automne. Et là, je viens de Cracovie, de Copenhague avant. Alors, j'ai pas eu le temps, pour être honnête. Je sais pas ce qu'il va sortir de mes collègues islandais cette année. Alors j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai qu'après chaque, parce que vous parliez de vos voyages, après chaque voyage en avion, comme un peu comme Alba, vous plantez des arbres pour compenser. Est-ce que c'est vrai ça, votre... J'ai dit ça? Oui. Ouais. Oui, alors c'est 350 arbres par vol. Du coup, ça va être... ouais, ça va... 700, ouais, dans les 700. Après la France et la Belgique et la Suisse après-demain. Oui, mais ça va faire que 2 vols. Non, mais c'est vraiment difficile d'habiter une île comme ça. Et il faudra, puisque en fait l'espoir dans la vérité sur la lumière, ça réside dans nos faiblesses. C'est en quelque sorte, ça va être salvateur, on dit salvatrice. Et puisqu'on ne peut pas voler, on a inventé des avions. Puisqu'on ne peut pas voir dans le noir, on a inventé de l'électricité. Alors maintenant, il faut inventer des moyens de transport plus écologiques pour que je puisse rencontrer mes lecteurs. Sinon, c'est 700 boulots. Chaque voyage transatlantique. Un grand merci pour ce moment passé ensemble. On vous propose aussi de pouvoir poser vos questions en direct à Odora Vaolafsdottir qui peut aussi dédicacer ces livres-là qui sont en vente. N'hésitez pas. Un tout grand merci vraiment merci pour mais il votre faut présence. ajouter qu'on n'est pas unanime en Islande sur le planter des arbres parce que ça bloque la vue. Et on a besoin, pour avoir, on n'est pas du peuple rationnel doté pour la pensée abstraite comme vous, mais pour avoir une vue d'ensemble, il faut vraiment faire l'escalade d'une montagne pour voir d'en haut, en bas, pour comprendre l'ensemble. Voilà, et les arbres, ça bloque la vue. Et je vous recommande de ne pas trop parler de l'Islande avec Odora Vaolafsdottir, puisque notre chère chargée de production a fait la route avec elle aujourd'hui de Lille à Bruxelles. Merci Lola. Et elle vient de prendre ses billets pour Reykjavik. Donc c'est contagieux. Vous dire encore que cet après-midi, avec Odora Vaolafsdottir, on a enregistré un nouveau numéro du Passa Podcast, qui est notre podcast ici maison, qui sera disponible dans quelques jours. Et on y a parlé un petit peu des règles d'écriture qu'Odora Vaolafsdottir pouvait se donner à elle-même. On a parlé de Marguerite Duras, de Olga Tokarczuk, et j'en passe. Et vous dire encore que une soirée importante pour Passaporta, ce sera la prochaine soirée importante, c'est le 10 décembre avec l'auteur américain Ta-Nehisi Coates qui sera à l'Espace Mag. Je pense qu'il reste quelques places, mais ne traînez pas. Un grand merci à tous pour votre écoute. Bonne soirée. Merci beaucoup.